Bonjour, je suis Kevin Balva, référent national transport et logistique sur le programme EVE. Bonjour, je suis Véronique S, chargée de mission Objectif CO2 pour la région Nouvelle-Aquitaine au sein d'EcoCO2 et ancienne auditrice du label Objectif CO2 pour les marchandises. Bienvenue au webinaire consacré au label Objectif CO2 pour les transports routiers de voyageurs. Ce label voyageur sort 4 ans après le lancement pour le transport routier de marchandises et nous allons vous apporter les informations nécessaires pour comprendre l'intérêt de ce label et les exigences à respecter pour l'obtenir. Le webinaire d'aujourd'hui se découpera en 3 parties. Tout d'abord, qu'est-ce que le label Objectif CO2, puis sa présentation dans le détail, et enfin les étapes de la labellisation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations pratiques. Pour tout souci technique, sélectionnez le bouton Aide. Le support de présentation est téléchargeable durant le webinaire. La vidéo sera envoyée par mail et disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez poser vos questions dans la rubrique prévue à cet effet et voter pour celles qui vous intéressent le plus. Enfin, on vous invite à renseigner le sondage en fin de conférence afin de nous aider à nous améliorer. Dans cette première partie, nous allons voir ce qu'est le label Objectif CO2. Pour rappel, le dispositif Objectif CO2 comprend 2 démarches complémentaires. La charte Objectif CO2 correspond à une déclaration d'intention et à une démarche de progrès, avec un objectif de réduction et la mise en œuvre d'un plan d'action. C'est une démarche continue d'amélioration. Le label représente la valorisation de l'atteinte d'un niveau de performance qui est comparé au référentiel HBE-FA. Il valide la fiabilité des données enregistrées, il reconnaît les résultats atteints grâce à un audit indépendant qui est un gage de crédibilité. Le label Objectif CO2 est la reconnaissance indépendante et officielle d'un niveau de performance énergétique et environnementale élevé pour les transporteurs routiers de voyageurs les plus vertueux. Cette reconnaissance est indépendante par l'audit externe, elle est officielle par les porteurs du programme que sont le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'ADEME et les organisations professionnelles. L'outil HBE-FA est la référence qui constitue une moyenne standard qui permet de comparer la performance environnementale de la flotte du transporteur. En français, le manuel des facteurs d'émission pour le transport routier est une application de base de données fournissant des facteurs d'émission, c'est-à-dire les émissions spécifiques en grammes par kilomètre pour toutes les catégories de véhicules routiers actuels. Il s'agit de la base de données de référence du parc français. Les émissions de référence pour le label sont donc issues de la base de données HBE-FA appliquée au parc de véhicules français. La reconnaissance des résultats obtenus nécessite un audit indépendant. Pour cela, 9 auditeurs choisis pour leurs compétences dans le secteur des transports sont accrédités et formés par l'ADEME. Ils sont indépendants du programme et ne participent pas à l'accompagnement des entreprises qu'ils auditent. Ils se déplacent dans les entreprises pour 1 ou 2 jours en fonction de la taille de l'entreprise. Un logo spécifique existe pour le label. Il est distinct de celui de la charte afin de pouvoir communiquer sur le fait qu'on a obtenu le label. Vous recevrez également une attestation de labellisation officielle à faire valoir auprès de vos donneurs d'ordre, par exemple, avec les dates de validité de votre label, comme le millésime qui figure sur le logo de droite. Si vous obtenez le label en 2020, vous aurez un logo millésimé 2020-2023. C'est tout récent. 6 entreprises viennent d'être labellisées avant-hier, le 10 mars. Les autocars Barrière, Voyage Cunéjeul, Car Farouo, Voyage KV, Car Rouillard et CFTI Cannes. Ce sont donc les premières entreprises de transport routier de personnes labellisées en France. En chiffres, ces entreprises représentent 560 salariés, 447 véhicules et 495 conducteurs. Ce premier label voyageur vient clore une expérimentation de plusieurs mois, s'appuyant sur la méthodologie ADEME et co-construite avec la profession. Plusieurs entreprises ont fait partie de cette expérimentation pour mettre en place un référentiel solide et adapté à votre activité. Pour rappel, 320 entreprises de transport routier de voyageurs ont quant à elles signé une ou plusieurs fois la charte Objectif CO2 depuis 2011. Vous retrouverez la liste des entreprises labellisées et chartées sur le site internet dédié au dispositif Objectif CO2. Dans cette deuxième partie, nous allons présenter le label dans le détail afin de préparer sa demande avec un chargé de mission EcoCO2 et comprendre quelles données d'activité de l'entreprise sont utilisées dans le cadre du label Objectif CO2. Tout d'abord, le parc concerné par le périmètre du label.
Un des critères d'éligibilité, 100% de la flotte routière des entreprises concernées par le label doit être intégrée dans le périmètre de labellisation. Il existe toutefois des exemptions. Les véhicules donnés en location sans chauffeur. Mais attention, l'activité de location exclue ne doit pas être supérieure à 35% du chiffre d'affaires de l'entreprise et cette condition se cumule au taux de sous-traitance. Les véhicules supports, véhicules de fonction, voitures ateliers, véhicules de service sont aussi exclus de la démarche. 9 gabarits issus de la référence HBEFA sont identifiés. Cette segmentation est indispensable pour permettre d'évaluer la performance par gabarit. Il y aura donc au minimum autant de groupes que de gabarits. Il est nécessaire de pouvoir répartir les données d'activité par groupe de véhicules définis en fonction du parc concerné. Par regroupement des différents gabarits vus ci-dessus, puis créer des groupes supplémentaires par activité principale, le scolaire, les lignes, le tourisme ou le grand tourisme, et enfin par type de carburant consommé, du gazole, du gaz ou d'électricité. L'entreprise déclare autant de groupes de véhicules que nécessaire pour représenter l'intégralité de sa flotte propre. Quelles sont les données d'activité de l'entreprise qui sont utilisées et nécessaires dans le cadre du label Objectif CO2 ? Le premier indicateur indispensable calculé par l'outil est celui des grammes CO2 par kilomètre. Combien j'émets de CO2 au kilomètre? Il est calculé à partir du carburant consommé, sachant que 1 litre de gasoil égale à 3,16 kg de CO2 et des kilomètres totaux pour chaque groupe. La majorité des entreprises connaissent assez précisément ces données. L'outil analyse les résultats également à partir de l'indicateur au voyageur kilomètre, grammes de CO2 par voyageur kilomètre, soit combien j'émets de CO2 pour transporter un voyageur sur 1 kilomètre. Pour ce faire, 2 solutions pour calculer les tonnes kilomètres. L'entreprise peut calculer pour chaque voyage ou trajet les voyageurs kilomètres sur 12 mois. Elle les cumule chaque année et l'inscrit dans l'outil pour chaque catégorie. Dans l'impossibilité de connaître ces tonnes kilomètres, ce qui est la majorité des dossiers, l'outil peut les calculer pour chaque catégorie à partir de la formule suivante. Les kilomètres totaux auxquels on retire les kilomètres à vide et on multiplie ce résultat par le nombre moyen de voyageurs transportés. Nous allons voir maintenant dans le détail chaque donnée d'activité nécessaire. Les litres consommés. L'entreprise collecte les données de consommation des véhicules qu'elle utilise en prenant en compte l'ensemble des pleins réalisés en interne et en externe. 100% des consommations des véhicules du périmètre du label. Toutes les consommations sont concernées, dont les trajets à vide, les trajets techniques, les vols de carburant, les prêts de véhicules des constructeurs, et pour tout type de carburant. Les kilomètres totaux. L'entreprise collecte les données de distance des véhicules qu'elle utilise ou a utilisés dans l'année, selon les groupes de véhicules définis dans son périmètre d'activité. Tout trajet, dont les trajets à vide et les trajets techniques. Attention de ne pas oublier le kilométrage, comme ceux des véhicules de remplacement, des véhicules prêtés par les constructeurs. Les kilomètres à vide, c'est-à-dire les distances en haut le pied. Si les kilomètres à vide ne sont pas connus et maîtrisés, il est possible de les calculer à partir d'échantillonnages représentatifs pour chaque groupe de véhicules. Pourquoi avons-nous besoin de la vitesse moyenne? L'outil calcule ses références d'émissions, entre autres, en fonction de la vitesse moyenne des véhicules. Une faible vitesse est associée à une densité urbaine, donc à une consommation élevée. Une vitesse élevée est associée à une circulation extra-urbaine, donc à une consommation faible. La définition idéale de la vitesse moyenne, kilométrage du véhicule, divisé par le temps de fonctionnement du moteur, à l'arrêt, plus déplacement, et le tout en heures. Pour calculer les vitesses moyennes, les sources potentielles sont la télématique embarquée ou ordinateur de bord du véhicule, mais on peut la calculer à partir du kilométrage, qui est une donnée connue, et des temps de conduite du chronotachygraphe. Dans ce cas, les temps moteurs tournant à l'arrêt risquent de ne pas être comptabilisés. La déclivité moyenne a une incidence sur la consommation. À chacun de ces reliefs est associé un coefficient de correction HBEFA. En haute montagne, la déclivité est de plus ou moins 6%. En montagne, plus ou moins 4. En parcours vallonné, plus ou moins 2. Et en plaine, la déclivité est à 0.
La déclivité moyenne du paysage français est plus ou moins 2%. C'est la valeur par défaut prise pour les calculs. Comme il n'existe pas d'outil officiel de mesure de la déclivité aujourd'hui, les entreprises conservant la valeur par défaut n'ont pas à justifier leur déclivité. L'entreprise collecte les données du nombre de voyageurs transportés en fonction des groupes de véhicules définis. Il y a 2 cas. Le nombre de voyageurs et l'unité employée. L'entreprise collecte cette donnée prestation par prestation ou bien à partir d'un échantillon représentatif de ces prestations. Soit le nombre de voyageurs prévus ou réels est connu directement, notamment pour l'occasionnel, le tourisme et le grand tourisme. Soit il est approché à travers une estimation du remplissage moyen des véhicules, notamment pour la ligne régulière ou le scolaire. Le deuxième cas, l'entreprise utilise une autre unité pour mesurer son activité, telle que le chiffre d'affaires transport ou une autre unité pertinente. Dans ce cas, elle doit alors établir un facteur de conversion, reliant l'unité employée à un voyageur. Par exemple, le chiffre d'affaires en euros par voyageur. Il est à noter que dans le cadre du label, pour les gabarits de moins de 10 places, minicar et minibus, la donnée relative au nombre de voyageurs n'est pas requise pour calculer la performance de la flotte de véhicules. Pour aller plus loin dans le détail, n'hésitez pas à consulter vos chargés de mission qui sont à votre disposition. Mais si vous ne pouvez pas attendre, vous trouverez un tuto sur notre chaîne YouTube. Maintenant que nous avons vu le détail dans les données, nous allons aborder l'ensemble des critères à respecter. Le questionnaire, lors de l'audit, reprend chaque exigence du référentiel, que sont les critères à respecter. Ils sont classés selon un code couleur, en fonction de leur importance. Aux questions de faible importance est attribuée la couleur verte. Aux questions d'importance moyenne, la couleur orange. Et aux questions de forte importance, la couleur rouge. Pour valider l'audit, il ne peut y avoir que 3 non-conformités au maximum sur les questions vertes, une seule non-conformité au maximum sur les questions oranges, aucune non-conformité sur des questions rouges. De plus, il ne peut y avoir que 3 non-conformités au maximum sur l'exhaustivité des questions, soit au maximum 3 vertes non conformes ou 2 vertes et une orange. Les critères d'exigence retenus dans l'audit avec leurs éléments de preuve sont détaillés et organisés autour de 5 domaines suivants. Le premier, le pilotage de la démarche Objectif CO2. 6 questions sur la formalisation de l'engagement de l'entreprise et de la direction, le chef de projet interne et les parties prenantes internes et externes. Le second domaine concerne la définition du périmètre de calcul. 9 questions sur le périmètre organisationnel, le périmètre temporel et le périmètre d'activité. Le troisième, la collecte des données sources. 10 questions sur la méthodologie générale, l'évaluation de la fiabilité des données carburant, distance, vitesse moyenne, voyageurs kilomètres. Le quatrième domaine analyse le calcul de la performance de la flotte. 2 questions sur la méthodologie, source, réduction des biais et les mises à jour. Le dernier domaine, la maîtrise documentaire. Une question sur la maîtrise et conservation des documents utilisés pour le dispositif. Abordons maintenant, dans cette troisième et dernière partie, le processus de labellisation. Les organisations professionnelles sensibilisent et informent les entreprises de transport routier de personnes. Vous pouvez donc vous rapprocher de la FNTV et d'OTRE si vous êtes intéressé par le label Objectif CO2. Nous, chez EcoCO2, nous nous occupons de la communication, de l'accompagnement technique des entreprises et de l'animation du dispositif. Le processus de labellisation comprend 4 étapes. Pour commencer, la première étape est la constitution du dossier de labellisation. La démarche s'effectue via l'application dédiée au dispositif Objectif CO2. L'inscription, la connexion, vous donne accès à votre espace numérique sécurisé. Si vous possédez un compte Objectif CO2, vous devez mettre à jour vos données et ou créer un nouveau dossier. Si vous ne possédez pas de compte Objectif CO2, vous devez en créer un et créer un dossier. Une fois votre inscription sur le site validée, vos identifiants vous permettent de vous connecter à l'espace numérique sécurisé du portail. C'est ici que vous pourrez créer le dossier qui vous suivra durant 3 ans. Vous commencerez alors à établir votre dossier de labellisation. Vous choisirez la période de référence qui sera auditée. Cette période vous permet de faire un diagnostic initial de vos émissions de gaz à effet de serre. À l'issue de l'établissement de votre dossier, si la performance environnementale de votre entreprise est suffisante, vous pouvez demander le label.
Vous complétez alors une fiche de recevabilité sur laquelle des informations complémentaires vous sont demandées pour mieux comprendre votre organisation. Il y a 4 critères d'éligibilité à respecter pour que la demande de label soit recevable, c'est-à-dire que l'entreprise puisse être auditée. Le premier critère est que votre entreprise soit une entreprise de transport routier par route ayant une activité voyageur. Le second critère est que le pourcentage de sous-traitance routière non labellisée de votre entreprise doit être inférieur à 35%. Le troisième critère est que 100% de votre flotte de véhicules est incluse dans le dossier, sauf exclusion possible évoquée par Véronique précédemment. Le quatrième et dernier critère, la performance CO2 de votre entreprise doit se situer sous le seuil d'éligibilité actuel. Pour calculer cette performance, vous renseignez les données d'activité vues précédemment. Une fois la demande de label effectuée, le dossier est étudié par EcoCO2. Nous allons vérifier si les critères d'éligibilité sont respectés. Si le dossier est jugé recevable, vous êtes mis en relation avec un auditeur habilité et formé au label Objectif CO2. L'audit permet de vérifier la fiabilité des données d'activité que vous avez renseignées sur l'outil web, s'assurer que vous atteignez le seuil de performance du label et, de manière plus générale, évaluer la conformité de votre entreprise aux exigences du référentiel du label. On va aborder l'audit un peu plus en détail. En premier, l'auditeur consulte et étudie les documents constitutifs de votre demande de label. Ensuite, l'auditeur va prendre un rendez-vous téléphonique avec vous afin de présenter la démarche de l'audit et le déroulé de la visite sur site, demander des documents pertinents, s'assurer que le jour de l'audit, la direction sera représentée pour l'introduction et la conclusion à minima. Lors de l'audit sur site, l'auditeur commence par introduire le déroulé de l'audit. Il visite les différents services, il audite votre méthodologie par le biais d'éléments de preuve, il audite les méthodes de calcul. À la fin de la journée, l'auditeur fait une restitution de l'audit afin que l'entreprise comprenne ses forces et ses faiblesses. Il termine par une réunion de clôture en présence de la direction. Dans les 2 semaines suivant l'audit sur site, l'auditeur rédige le rapport d'audit et vous l'envoie. Dans le cas de non-conformité à lever, l'auditeur reste disponible par téléphone pour répondre à vos questions jusqu'à l'expiration du délai maximum ou la rédaction du rapport final. Enfin, le comité de labellisation national se réunit pour délibérer sur l'entrée de l'entreprise dans le label. Le comité de labellisation décide d'accorder la labellisation, de demander des compléments d'information, de ne pas accorder la labellisation. Si le dossier est validé, l'entreprise est labellisée pour 3 années. Une fois votre entreprise labellisée, vous devez mettre à jour chaque année sur l'outil en ligne vos données d'activité. Votre performance environnementale doit rester au-dessous du niveau de référence calculé par l'outil. Les coûts de l'audit sont encadrés et fixés en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise. Je précise que le montant de la contribution des entreprises est calculé à partir du critère le plus élevé des deux. C'est le critère le plus élevé qui prime. La prise en charge par les certificats d'économie d'énergie varie de 70% pour les petites entreprises à 40% pour les grandes entreprises. Les chargés de mission d'EcoCO2 sont à votre disposition et comme vous pouvez le voir sur la carte, 11 chargés de mission sont répartis sur tout le territoire national pour vous accompagner dans votre projet de labellisation. Avant de passer aux questions-réponses, encore 3 informations à vous transmettre. On vous invite à nouveau à répondre au sondage rapide afin de nous aider à nous améliorer. Le prochain webinaire aura lieu le mardi 14 avril et vous retrouverez notre collègue Stéphane Girard pour parler du management de l'éco-conduite. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous suivre et nous contacter sur les différents sites et réseaux sociaux qui s'affichent à présent. Nous allons désormais passer à la phase de questions-réponses. On va avoir un petit temps d'adaptation où nous allons lire les questions que vous nous avez posées et on tentera d'y répondre. Je vais lire la première question de Nathan Fournajou. Quel est le seuil actuel de HBEFA ? Le seuil actuel de HBEFA, ça ne va pas vous parler comme ça, mais grosso modo, c'est 95%. Il faut que vous soyez au maximum, meilleur de 5% par rapport à la moyenne de la flotte de véhicules française. Disons que la moyenne de la flotte de véhicules, c'est 100. Vous devrez être à 95%, donc 5% meilleur.
Celle que tu veux, si tu veux que je descende. Ça, c'est l'hydrogène. Si tu peux descendre un peu. Oui. Juste essayer de l'analyser. C'est ça. Je vais lire une seconde question de Sébastien Crouan. En plus des 6 labellisés, y a-t-il des demandes en cours? Alors, ces 6 entreprises labellisées ont fait partie, comme j'expliquais, d'une expérimentation, une expérimentation qui a eu lieu. Et ces 6 entreprises ont reçu le label. Maintenant, le webinaire Label TRV est lancé. L'outil en ligne, l'application dédiée au dispositif Objectif CO2 a le module Label TRV. Désormais, toutes les entreprises de transport routier de voyageurs peuvent faire leur demande de label. Descends. Alors, pour l'accompagnement, oui, l'accompagnement dans le label est gratuit. Les chargés de mission sont à votre disposition pour vous accompagner jusqu'à la demande de label. Par contre, l'audit, lui, est payant et il est fonction de la taille de l'entreprise et de son chiffre d'affaires. N'hésitez pas à contacter un chargé de mission, il vous transmettra les montants. Je vais lire encore à nouveau une nouvelle question, toujours de Sébastien Crouan. Bonjour, le dispositif prend-il en compte également les carburants alternatifs autres que électriques ou GNV, l'hydrogène par exemple? Alors, actuellement, oui, bien entendu, on incite à changer de carburation, grosso modo, et à passer vers des carburants plus propres. Et donc, il y a un guide des fiches actions pour le spécifique au label TRV, qui reprend toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre de la charte. Là, c'est vraiment des actions qui sont guidées avec l'impact de la réduction sur les gaz à effet de serre, sur les polluants atmosphériques. Mais vous pouvez, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ces fiches actions sont réactualisées. Actuellement, elles sont en cours de réactualisation et ça devrait sortir très prochainement. Une fois que ce guide sera sorti, l'outil sera également à jour et vous pourrez créer ces actions également modélisées. Par contre, vous pouvez très bien avoir des expérimentations en interne de votre entreprise et ou choisir d'autres actions que celles qui sont listées dans ce guide des actions. Et grosso modo, vous pouvez également modéliser ces actions sur l'outil web. Alors, merci. Bonjour, quelle est la proportion de demandes acceptées par rapport à celles refusées? Alors, sur les 10 entreprises donc, qui ont fait partie de l'expérimentation, 6 ont obtenu le label, 2 sont en cours d'apport de correction et 2 ont été donc refusés. Ça, c'est pour le cadre de l'expérimentation. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'autres statistiques sur les futurs candidats. Une question de Nathan Fournajou. Un seul audit tous les 3 ans? Oui, effectivement. C'est un audit qui a lieu actuellement lors de la demande de label. Vous avez un premier audit. L'audit, je viens de l'expliquer dans le détail, je ne reviens pas dessus, mais grosso modo, vous l'avez. Les données qui sont auditées, c'est les données de votre période de référence que vous choisissez, une période de 1 an. C'est ces données-là qui sont auditées. Après, sur 3 ans, chaque année, vous devez mettre à jour vos données durant 3 ans dans un délai imparti, et ces données-là, à nouveau, elles sont analysées chez nous par EcoCO2, et grosso modo, si jamais il y a des soucis, la détention du label peut être remise en cause si votre performance se dégrade, ce genre de choses. La dernière slide. Une question de Simon Binet. Bonjour, pouvez-vous revenir sur la dernière slide avec les seuils pour PME? Slide avant la carte. Je vois bien quelle est cette slide en question. Sachez que le support de présentation, il est téléchargeable là actuellement et il pourrait vous être envoyé si vous nous le demandez par la suite. Et le webinar sera à nouveau visible sur notre chaîne YouTube Objectif CO2. Je vais juste l'afficher très rapidement pour que vous puissiez en prendre connaissance et on va continuer à répondre aux questions. Alors, existe-t-il un grammage moyen à ne pas dépasser pour savoir où l'on est avant de commencer et comparer avec notre charte?
Alors, dans l'outil aujourd'hui, vous avez déjà la comparaison avec la référence. Donc, vous pouvez d'ores et déjà connaître votre niveau par rapport à la référence. Alors, le grammage moyen à ne pas dépasser, il n'y a pas de tableau déjà tout prêt. En fait, l'outil va déterminer votre référence en fonction du gabarit du véhicule, du taux de chargement du véhicule, de la vitesse moyenne et du dénivelé. Et ce qui est comparé à cette référence, donc elle ne va pas du tout utiliser les litres consommés par l'entreprise, mais la référence va être comparée à votre consommation avec vos litres, vos kilomètres et votre taux de chargement. Désolé pour ce petit temps, c'est le temps que nous lisions les questions que vous posez. Oui. Je vais répondre à la question de Lucie Duclos. Bonjour. Si je comprends bien, il est nécessaire de refaire un audit pour reconduire le label. Effectivement, votre label, vous avez compris les différents processus, la demande de label, la demande est analysée par EcoCO2, les données sont auditées, puis il y a un dernier filtre, c'est le comité de labellisation, avec les différents membres au niveau national que je viens de citer, les pouvoirs publics, l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et solidaire, les organisations professionnelles, et c'est ces membres qui décident de vous attribuer ou non le label. Une fois que ce label est attribué, il a une validité, en gros, à partir de cette date de comité, pour 3 ans. Et vous aurez à mettre vos données une fois par an, durant 3 ans. Chaque année, ces données sont également analysées, et vous pouvez perdre votre label si, par exemple, votre performance se dégrade ou ce genre de choses. Mais une fois que votre label est terminé, c'est-à-dire que la date de validité du label, vous recevez une attestation de labellisation avec la date de fin du label. La liste des entreprises labellisées est disponible sur le site dédié au dispositif Objectif CO2. Donc oui, une fois votre label terminé, pour le prolonger ou demander à nouveau le label, vous refaites exactement la même demande. Vous allez redemander le label, si possible sur la dernière année, mais ce n'est pas obligatoire de votre premier cycle de labellisation. Et à nouveau, on rentre dans le même cycle. Vous allez demander le label, le dossier va être analysé, il va être audité, il va passer en comité. Et là, le comité décide de vous réattribuer ou non le label. Ça... Nous allons passer une partie de notre flotte au GNV. L'outil peut-il prendre en compte ces évolutions? Oui, tout à fait. Lors de votre période de référence ou votre période 1, chaque année, l'outil donc pourra s'actualiser avec le nombre de véhicules de votre parc et surtout s'il y a aussi une évolution au niveau du carburant. Il y aura toujours la possibilité de recréer un groupe avec un autre carburant. Je suis en train de regarder s'il y a des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Mais je crois que nous avons répondu en réalité à toutes les questions. Oui. Donc voilà, je pense qu'on va clore le webinaire sur cette partie. On vous remercie de votre attention et on vous dit donc au 14 avril pour le prochain webinaire qui portera sur le management de l'éco-conduite. On vous remercie et on vous souhaite un bon après-midi et une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.